voudrais vous présenter notre conférencière aujourd'hui. La professeure Dr. Astrid Kapteyn est professeure de droit canonique à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg depuis 2010. Et entre mars 2015 et la fin de janvier 2019, elle fut vice-rectrice de cette université. Elle a obtenu une licence en droit canonique des Églises catholiques orientales à l'Institut pontifical oriental à Rome et doctorat en droit canonique soutenu conjointement en 2007 à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris 11. Elle a enseigné le droit canonique latin et oriental à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, ainsi qu'à plusieurs autres universités en France, Lille, Metz, Angers et en Provence, et était vice-doyenne de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris de 2001 à 2010. Elle est aussi professeure invitée à plusieurs autres universités et consulteur du dicaster romain pour les Églises orientales et aussi membre à plusieurs commissions juridiques et canoniques. Sur la base de sa vaste expérience dans le domaine oriental, elle présente aujourd'hui le webinaire intitulé « Primauté et synodalité dans les Églises catholiques orientales, leçon pour l'Église latine ». Merci, professeur Kapteyn. La parole est à vous. C'est moi qui vous remercie. D'abord, bonjour et bonsoir à vous tous. Merci de votre intérêt pour ce sujet. Donc, je suis très heureuse de pouvoir intervenir dans ce contexte. Merci de l'invitation à ceux qui ont organisé tout cela. Donc, la primauté et synodalité dans les églises catholiques orientales, leçon pour l'église latine. Je vais d'abord essayer de partager mon écran avec vous pour le PowerPoint que j'ai préparé, pardon. Voilà. Donc, pour le contenu, rapidement, je voudrais d'abord aborder avec vous quelques questions de terminologie et expliquer brièvement quels sont les différents types d'églises catholiques orientales avant d'entrer dans le vif du sujet. Et pour cela, je m'oriente surtout sur l'église patriarcale, je vous expliquerai plus tard pourquoi, qui connaît principalement deux types de synodes qui ne sont pas de la même configuration, mais il m'a semblé intéressant de les aborder l'un après l'autre avant d'arriver à la conclusion. Donc, tout d'abord, pour des questions de terminologie. Pour les églises orientales, que ce soit les églises catholiques orientales ou les églises non catholiques orientales, donc orthodoxes ou orientales orthodoxes, le mot synode est en général réservé à des assemblées qui sont composées uniquement d'évêques. Et par cela, vous voyez tout de suite le problème que ça pose un peu pour ces églises dans notre processus synodal actuellement en cours dans l'Église catholique, où on aborde la synodalité et le mot synode aussi avec des contenus assez différents. Donc, effectivement, c'est pour cela que je me permets d'attirer votre attention là-dessus. Pour les églises catholiques orientales, donc un synode est composé uniquement d'évêques et donc on a comme des exemples le synode des évêques d'une église catholique orientale et puis il y a aussi ce qu'on appelle un synode permanent. Ce sont les deux types de synodes que je vais aborder par la suite avec vous. À côté de cela, ces églises et le droit oriental de ces églises connaît le mot conseil, bien évidemment,
Donc, dans certaines églises catholiques orientales, ils ne parlent pas d'un synode d'évêques, mais plutôt d'un conseil des hiérarques. Et le mot hiérarque est l'équivalent de notre terme latin ordinaire. Et puis, il y a bien évidemment aussi toutes les institutions que nous connaissons également en droit latin, qui sont par exemple le Conseil presbytéral, le Conseil pour les affaires économiques, le Conseil pastoral, que ce soit au niveau du diocèse, l'éparchie, ou au niveau de la paroisse. Donc ça, c'est assez semblable. Et là, vous voyez, ces conseils connaissent la plupart du temps une composition assez variable. Donc, pour les derniers qu'on connaît le mieux aussi dans l'Église latine, ce sont des conseils présidés par l'évêque et les membres sont des prêtres ou alors des prêtres et des laïcs, des religieux, religieuses, etc. À côté de cela, le droit oriental emploie à plusieurs reprises le mot assemblée. Et là, c'est un terme qui est réservé pour des assemblées qui sont de composition mixte. C'est-à-dire, on trouve dans ces assemblées des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs qui participent, qui sont membres de l'assemblée en question. Mais vous voyez, on a à ce niveau-là, par exemple, une assemblée patriarcale au niveau de l'Église patriarcale ou aussi une assemblée éparchiale, diocésaine si vous voulez. Ce dernier est assez semblable à ce que nous appelons en droit latin le synode diocésain. Mais vous voyez, étant donné que les églises orientales réservent ce mot synode pour des assemblées composées uniquement d'évêques, l'équivalent de notre synode diocésain latin est appelé en droit oriental une assemblée éparchiale. Donc là, on a une question de terminologie qui complique tout de suite un peu les choses et qu'il faut avoir en tête avant d'aller plus loin. Voilà. Donc, les deuxièmes choses qui sont aussi un peu d'introduction, c'est l'attention que je voulais attirer sur les différents types d'églises catholiques orientales. Vous connaissez peut-être le fait qu'il y a une notion générique dans le droit oriental qui est celle d'église sui iuris, traduit en français souvent comme église de droit propre, mais je trouve que la traduction est un peu compliquée. C'est une notion générique qui s'applique à toutes ces églises catholiques orientales et donc aujourd'hui il y en a 23 qui sont reconnues. L'église latine est aussi une église sui iuris, elle se désigne elle-même avec ce terme dans les canons latins 111 et 112. Et donc c'est une notion qui permet au moins de distinguer une église d'une autre. Une église sui iuris est composée d'un groupe de fidèles qui a sa propre hiérarchie, quelle que soit la forme de hiérarchie, et qui est reconnue comme étant une église sui iuris par l'autorité suprême de l'église. Donc, ça permet de distinguer une église d'une autre. Et c'est ainsi qu'on peut reconnaître aujourd'hui ces 23 églises catholiques orientales. Cependant, cette notion en tant que telle ne suffit pas parce qu'il faut aussi que chacune de ces églises catholiques orientales obtienne un statut juridique particulier. Et donc là, on a les différents types d'églises catholiques orientales qui sont les églises patriarcales. Aujourd'hui, il y en a 6 qui existent avec ce statut. Les églises archiépiscopales majeures, là, il y en a 4. Les églises métropolitaines sui iuris, et là on reconnaît 5 de ces églises aujourd'hui, et il y a ce que le droit canonique oriental appelle les autres. Donc c'est un peu une catégorie de reste qui est trop diversifiée pour y attribuer un nom particulier. Quand on voit ces églises-là, il faut aussi que je vous signale qu'elles sont d'une certaine manière classifiées ici, classées, selon l'autonomie dont bénéficient ces églises à l'égard du Saint-Siège et à l'égard du Pontife romain. Donc les églises patriarcales
sont des églises qui ont un statut permettant une assez grande autonomie vis-à-vis de Rome, et même la plus grande autonomie si on veut comparer à ces autres types d'églises. Et c'est pour ça que c'est intéressant de focaliser un peu sur ces églises patriarcales, justement. Quand on dit autonomie, il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'une autonomie qui est relative, parce que relatée à Rome, justement, et donc c'est une autonomie qui se vit en communion. Donc ce n'est jamais une indépendance totale ou une autocéphalie comme le terme utilisé par les églises orthodoxes. Voilà. Donc par la suite, en effet, je souhaite donc focaliser sur l'Église patriarcale parce qu'elle a la plus grande autonomie, et notamment sur un premier synode qui est en vigueur, pratiqué dans cette Église, ces églises patriarcales, c'est le synode des évêques de l'Église patriarcale. Donc, synode des évêques, ça peut prêter un peu à confusion avec le synode des évêques que nous connaissons et qui a eu lieu dernièrement en octobre à Rome. Mais vous voyez bien, là, c'est un synode des évêques au niveau de l'Église universelle, de toute l'Église catholique. Ici, on parle d'un synode des évêques qui est au sein d'une Église patriarcale et qui réunit donc tous les évêques de cette Église. On le voit tout de suite par sa composition. Donc, sont membres de ces synodes tous les évêques ordonnés de cette même Église patriarcale. Vous voyez bien ici, c'est l'ordination qui compte, ce n'est pas l'élection ou la nomination en tant qu'évêque, c'est l'ordination en tant que telle, et par cela, c'est tout à fait en ligne avec le Concile Vatican II qui a décrété la même chose. Donc, on devient évêque par cette ordination sacramentelle. Il s'agit de cette même Église, mais on précise aussi partout où ils sont constitués. Ça, c'est un terme une expression qui est employée dans le canon du Code oriental, le canon correspondant. Et ça, c'est une expression qui indique précisément que même des évêques qui exercent leur ministère en dehors du territoire de cette Église patriarcale, comme par exemple en diaspora, comme on dit facilement, donc des évêques qui sont par exemple justement au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine centrale ou aussi dans d'autres pays en Occident, en Europe ou en Australie, tous ces évêques sont quand même membres du synode des évêques de leur Église patriarcale. C'était un souci du Concile Vatican II. Comment maintenir le lien entre ces évêques qui peuvent être partout dans le monde au bénéfice des fidèles de ces églises, mais comment faire en sorte qu'ils gardent le lien avec leur propre église qui est dans un territoire bien défini. Donc, tous ces évêques ordonnés sont membres du synode. Donc, vous voyez, ça concerne les évêques éparchiaux, diocésains, mais aussi les évêques titulaires, qui sont par exemple les évêques auxiliaires, sont exclus cependant d'être membres ou d'être convoqués au synode des personnes qui sont frappées par certaines peines ecclésiastiques ou aussi des personnes qui ne sont pas capables d'un acte humain. Mais tous les autres évêques ordonnés de cette Église doivent être convoqués au synode. Il y a eu un peu un questionnement parmi les auteurs pour savoir qu'est-ce qu'il en est pour des évêques ordonnés qui exercent un ministère ailleurs, comme par exemple un évêque oriental qui assume une fonction à la curie romaine. Est-ce que ces évêques-là aussi devraient être convoqués au synode des évêques de leur Église? Et là, il y a un peu la tendance de dire que ce n'est pas le cas parce que c'est quand même déterminant quelle est la charge qui est assumée par cet évêque. Quand on est à la curie romaine, on a plutôt une charge
qui est pour le service à l'Église universelle. Et donc, on n'a pas nécessairement le droit d'être convoqué au synode de sa propre Église. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la composition de ce synode. Je voulais maintenant vous parler un peu du fonctionnement. Comment fonctionne ce synode? Et quand on regarde d'abord quelles sont les tâches du patriarche, tout le monde focalise toujours sur la personne qui gouverne, qui est à la tête de ces églises. Cependant, le fait que les églises catholiques orientales connaissent ce gouvernement synodal indique précisément que ce sont les synodes dans leur ensemble, donc avec le patriarche, qui gouvernent. Néanmoins, le patriarche a certaines tâches spécifiques. Et donc, quand on essaie d'identifier un peu quelles sont ces tâches qui lui reviennent en particulier, on peut constater que c'est à lui de convoquer et de présider le synode. Il peut aussi éventuellement inviter au synode des hiérarques ordinaires qui ne sont pas des évêques ou alors des experts, mais il peut le faire seulement si le droit particulier l'a prévu. Donc là, il faut penser au statut de ce synode, ou alors s'il a obtenu pour cela un consentement du synode permanent. Pour faire bref, pour le moment, le synode permanent, on peut dire que c'est un synode, j'en parlerai tout à l'heure plus longuement, c'est un synode qui est plus petit en nombre. Il est composé de 4 évêques avec le patriarche. Et ce sont des personnes qui sont censées être des collaborateurs plus proches du patriarche pour la gestion quotidienne des affaires de cette Église. Donc, on voit ici, le patriarche peut certes inviter d'autres personnes, mais il ne peut pas prendre ses décisions tout seul. Après cela, il prépare aussi l'ordre du jour pour la session du synode, mais il doit d'abord entendre les membres de ce synode pour composer cet ordre du jour. Et ensuite, il va aussi ouvrir le synode en tant que tel, ce qui va avec la présidence, vous voyez bien. Après le synode ou à la fin d'une session, on peut dire, si le synode a voté des lois qui sont donc une forme de droit particulier qui vise uniquement les fidèles de cette Église patriarcale, c'est au patriarche de promulguer ces lois. Mais il doit le faire selon les modalités qui ont été décidées par le synode lui-même. Donc on voit bien tous les évêques réunis dans ce synode décident de la manière dont ces lois devront être promulguées. Et c'est au patriarche d'exécuter cette tâche. Une spécificité concerne ce qu'on appelle l'interprétation authentique. Vous savez, vous êtes canoniste, vous savez que l'interprétation authentique des lois revient normalement au législateur. On verra tout à l'heure que le législateur, en l'occurrence, c'est ici le synode dans son ensemble. Mais lorsqu'il y a un besoin d'une interprétation authentique de ces lois synodales, et lorsque la question surgit entre deux synodes, entre deux sessions du synode, c'est au patriarche de donner cette interprétation authentique. Cependant, il doit consulter là aussi le synode permanent, donc ce petit synode de ses proches collaborateurs. Donc, il ne prend pas la décision tout seul. Et c'est quelque chose qui est un peu provisoire, car quand on tourne maintenant vers, on change de perspective un peu, vers les membres du synode, qu'est-ce qui revient aux membres du synode proprement dit? Là, la liste est un peu plus longue, on peut dire. Les membres du synode, déjà, si un tiers de ces membres le demandent, le patriarche doit convoquer un synode. Donc, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça montre pour moi que ces membres du synode ont une sorte de droit d'initiative
ils peuvent, pour ainsi dire, provoquer la convocation d'un synode. Et donc, le canon le prévoit, si un tiers de ses membres est d'accord là-dessus, en fait, le patriarche doit convoquer le synode, même s'il n'a pas trop envie de le faire, ça lui revient quand même de le faire. Puis, il revient aussi aux membres du synode de donner un consentement pour des décisions qui concernent le synode lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le transférer à un autre endroit, est-ce que le synode sera prorogé, est-ce qu'il faut le suspendre ou dissoudre. Donc, on voit que le synode lui-même prend ses décisions et non pas tout simplement le patriarche qui est le président. L'approbation de l'ordre du jour est aussi quelque chose qui revient aux membres du synode eux-mêmes. Donc, vous connaissez ça dans beaucoup de réunions. Hein. Au début, les membres d'une instance doivent se mettre d'accord sur l'ordre du jour qui sera traité. Et puis, il y a quand même la particularité que chaque évêque peut encore ajouter d'autres questions, même au cours d'une session du synode. Si au moins un tiers des membres du synode consent à cela, donc un tiers des membres qui sont présents. Donc, l'ordre du jour peut encore être changé, soit au début d'une session du synode, soit au cours du synode, pourvu qu'un nombre suffisant de ses membres est d'accord là-dessus. Ici, on voit de nouveau que ça ne dépend pas tout simplement du patriarche à lui seul. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, donc les modalités, le mode et le temps de la promulgation des lois votées par le synode et la publication des décisions prises par ce synode relèvent aussi des membres eux-mêmes qui décident. Donc on voit qu'ils restent maîtres de leurs actes d'une certaine manière. La même chose concerne aussi les éventuelles décisions sur le secret. À quel moment, pour quelles affaires doit-on garder le secret? Et puis, c'est aussi au synode lui-même de décider est-ce que les actes de ce synode seront communiqués par la suite aux patriarches des autres églises orientales. Donc ça, c'est vraiment une communication à titre d'information, mais vous voyez que ça peut être important, surtout si plusieurs églises catholiques orientales se trouvent ou cohabitent dans un même territoire. Un exemple type pour cela est par exemple le Liban, où on a énormément d'églises catholiques orientales, latines, qui sont sur le même territoire. Donc, communiquer ce qui a été décidé permet effectivement de bien collaborer. Donc, ça, c'est une chose importante. Le synode lui-même est donc aussi l'instance qui peut interpréter authentiquement ses propres lois. Donc, on voit ici ce que le patriarche peut faire, interprétation authentique, c'est seulement de manière provisoire. On l'a vu tout à l'heure, c'est lorsque une question surgit entre deux synodes. Là, le patriarche peut interpréter authentiquement les lois du synode, mais on voit que c'est provisoire parce que lorsque le synode se réunit de nouveau, il peut encore changer cette interprétation authentique parce que c'est lui le législateur. Donc, il reste là aussi maître de ses interprétations et de ses propres lois. Et en fin de compte, établir les statuts de ce synode est aussi quelque chose qui revient au synode lui-même. Et on voit ici, rien d'autre n'est dit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une question d'une approbation ni par le patriarche, ni par les instances romaines. Donc, le synode fait ses propres statuts et les adopte et il entre en vigueur. Donc, il y a une certaine autonomie dans ce sens-là. Si j'essaie de résumer un peu ce fonctionnement, on peut quand même dire que le patriarche, en fin de compte, est assez limité dans ses pouvoirs par rapport au synode. Donc, il peut décider peu de choses à lui seul,
Souvent, il a besoin de consulter d'autres organismes ou d'obtenir un consentement de ces autres organismes. Et de manière générale, on peut dire que le synode reste en grande partie maître de ses propres actes. On l'a vu, ça concerne les statuts, les modalités de promulgation des lois, de publication des actes, ce droit d'initiative par rapport à la convocation d'un synode, l'approbation de l'ordre du jour, les décisions qui concernent la tenue et la durée du synode, ou aussi le lieu où le synode se réunit. Donc tout cela est décidé par le synode lui-même. Si je le formule autrement, on peut dire le patriarche est la personne qui exécute certaines tâches qui sont nécessaires, donc il faut une personne qui s'en charge, mais assez souvent, il doit les exécuter selon les décisions du synode. Donc, il y a un cadre qui est décidé par les évêques eux-mêmes, et dans ce cadre-là, le patriarche peut assumer ces tâches. Pour faire encore plus bref, j'aurais tendance à dire, pour moi, le patriarche est un primus inter pares. Il est le premier parmi ses pairs. Il a un rôle spécifique, on le voit, avec la convocation, la présidence du synode, etc. Mais il est, comme les autres, d'une certaine manière, membre du synode. Il a bien sûr la présidence, mais on voit dans l'ensemble, il est là au même titre que les autres. Ils sont tous évêques et c'est pour ça qu'ils sont là. Et par sa fonction et son office de patriarche, il a certaines attributions spécifiques, mais ça ne veut pas dire qu'il peut décider énormément de choses lui-même. Il reste encore à regarder un peu la question des compétences de ce synode. Il y a notamment une compétence législative. Le synode est donc l'instance exclusive pour porter les lois pour toute cette Église patriarcale. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces lois n'ont pas besoin d'une confirmation ou d'une approbation. Donc, les lois sont votées par le synode. Déjà, le synode n'est pas limité dans les sujets sur lesquels il peut légiférer. Et il n'y a aucune question de confirmation ou d'approbation. Donc, ça veut dire les lois seront, les actes du synode plutôt, sont envoyés à Rome, au dicastère pour les églises orientales, mais ça semble être plutôt une question d'information, à titre d'information. Ce n'est pas pour demander un nihil obstat ou une confirmation ou une reconnaissance ou quoi que ce soit. C'est plutôt, je dirais, à titre d'information. Bien évidemment, si l'instance romaine souhaite réagir ou empêcher certaines choses, elle peut le faire. Mais a priori, on voit ici effectivement cette grande autonomie de l'Église patriarcale vis-à-vis du Saint-Siège, parce qu'a priori, les lois peuvent être adoptées et entrer en vigueur sans qu'une réaction romaine quelconque intervienne. Cependant, il y a, par rapport à la force de droit de ces lois, il y a certaines limitations qui sont éventuellement possibles. On distingue notamment entre les lois liturgiques qui seront en vigueur partout dans le monde et les lois disciplinaires votées par le synode qui seront en vigueur seulement dans le territoire propre de cette Église patriarcale. Donc là, il y a quelques nuances qui sont faites, mais de manière générale, ce synode est assez autonome pour voter ces lois et les faire entrer en vigueur déjà. Donc ça, c'est par rapport à la compétence législative. On voit cette compétence est exclusive, donc le synode est la seule instance qui peut porter ces lois. Ça veut dire aussi que le patriarche ne peut pas le faire, il ne peut pas décider ou établir des lois pour l'ensemble de son Église. Une deuxième compétence est une compétence judiciaire. Donc, le synode doit élire
3 évêques qui vont former un tribunal collégial. C'est un tribunal un peu spécifique parce qu'il peut juger uniquement des causes contentieuses qui concernent les éparchies ou les évêques. Le tribunal collégial, donc composé de ces 3 évêques, peut juger ces causes en première instance. La deuxième instance, donc s'il y a un appel, la deuxième instance est composée de l'ensemble du synode des évêques. Donc, l'évêque ou l'éparchie qui souhaite faire appel dans ces causes doit s'adresser à l'ensemble du synode, qui jugera en deuxième instance. Donc là, on voit très clairement cette compétence judiciaire. C'est intéressant parce que les mêmes causes contentieuses dans l'Église latine seront jugées par la Rote romaine. Donc, on voit ici une application du principe de subsidiarité. L'Église elle-même, ici l'Église patriarcale, et donc par le biais de son synode, peut juger ces instances pour les éparchies et les évêques qui sont dans son territoire. Il faut le préciser quand même, les limites territoriales jouent de nouveau un rôle. Donc ça veut dire aussi, si jamais ça concerne des évêques qui sont en dehors du territoire, disons en diaspora, ces causes-là seront aussi jugées par la Rote romaine parce que le synode des évêques de cette église patriarcale n'est pas compétent dans ce cas-là. Mais il y a une claire compétence judiciaire pour ces causes contentieuses. Et troisièmement, le synode a une compétence élective, donc il est l'instance compétente pour élire le patriarche et aussi élire les évêques pour les sièges qui sont situés dans le territoire propre de cette église. Le synode n'est pas complètement indépendant sur ce plan-là parce que tous les évêques ont besoin de l'assentiment du pontife romain. Donc, le pontife romain va toujours regarder les dossiers et donner éventuellement, s'il est d'accord, donner son assentiment. Cependant, ce terme assentiment est assez particulier. On ne le connaît pas, si je ne me trompe pas, on ne le connaît pas en droit latin. Ici, c'est un terme un peu spécifique. Ça fait penser au consentement, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et il me semble que le consentement est quand même un peu plus fort. On trouve souvent un consentement qui doit être donné par une instance supérieure à une instance inférieure. Donc, il y a une claire hiérarchie entre les deux. Le fait qu'on a adopté ici le terme assentiment, selon moi, indique plus une certaine, je le dis de manière prudente, une certaine égalité, si on veut. On peut le comprendre par le fait que le pontife romain est à la tête du collège des évêques. Donc, on peut dire il a son mot à dire pour chaque évêque qui est appelé à intégrer ce collège des évêques. Mais ce n'est pas à comprendre comme une relation entre un supérieur et un inférieur. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que ce terme assentiment a été adopté. Le synode peut aussi élire d'autres personnes, mais seulement en tant que candidat. Et ça concerne notamment les sièges épiscopaux, éparchiaux, si on veut, et les offices en dehors du territoire de cette église patriarcale. Donc, il y a une distinction sur ce plan-là. Mais on voit quand même le synode a des compétences assez larges d'une certaine manière, notamment aussi par la mise en œuvre d'une certaine autonomie. Voilà. Si je fais une synthèse, et une synthèse à partir des deux notions que nous trouvons dans notre titre, la primauté et la synodalité. On peut dire que, en ce qui concerne le fonctionnement du synode, il y a une certaine autonomie du synode, notamment à l'égard des patriarches.
Le patriarche, à son tour, assume un certain nombre de tâches, puisqu'il faut une personne qui puisse les assumer et exécuter. Mais il est certes la personne qui convoque et préside le synode. En même temps, il est un membre du synode comme les autres, d'une certaine manière. Ça implique aussi que sa voix n'a pas plus de poids que la voix des autres membres du synode, sauf lorsqu'il s'agit de trancher une égalité de suffrage. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est quelque chose qui revient au président. Lorsqu'il y a égalité de suffrage, c'est lui qui peut trancher cette égalité, donc par sa propre décision. Mais ça, c'est uniquement dans ce cas précis. Les compétences du synode, justement, montrent cette autonomie à l'égard du pontife romain et à l'égard du Saint-Siège, et ça concerne très clairement les lois, en effet. Et dans le domaine judiciaire, on voit la mise en œuvre d'un principe de subsidiarité, surtout si on fait la comparaison au droit latin. Voilà. Maintenant, je voulais brièvement regardez avec vous cet autre synode, un deuxième type de synode qui est pratiqué au sein de l'Église patriarcale. On l'appelle synode permanent, où la composition, je l'ai mentionné brièvement, donc ce synode permanent est composé de 5 membres, mais ça veut dire qu'il y a 4 évêques et le 5e est le patriarche, le 5e membre. Les évêques, sur les 4 évêques, 3 évêques doivent être élus par le synode des évêques de l'Église patriarcale, avec la précision que 2 de ces 3 doivent être des évêques éparchiaux, donc des personnes qui gouvernent eux-mêmes une éparchie, un diocèse. On peut penser que ça a un lien probablement avec une certaine expérience dans le gouvernement. Le 4e évêque de ce synode permanent est nommé librement par le patriarche. Mais là aussi, vous voyez, le patriarche devra travailler dans ce synode permanent en majorité avec des personnes qu'il n'a pas nécessairement choisies lui-même, parce que ça dépend de l'élection par le synode des évêques de son Église. En ce qui concerne le fonctionnement, là, on voit de nouveau le patriarche convoque et préside ce synode permanent. Le président, donc le patriarche, et les autres membres du synode doivent tous signer les actes de ce synode, de ces sessions. Le synode permanent doit se réunir au moins 2 fois dans l'année, donc ça c'est un minimum. Il peut aussi se réunir lorsque le patriarche estime que c'est opportun, donc là ça dépend de la décision du patriarche. Et aussi, chaque fois que ce synode permanent doit donner un consentement ou un conseil. Et donc là, ce sont des cas qui sont prévus par le droit commun, donc disons par le code de droit canonique ou par d'autres lois en dehors du code, qui déterminent que ce synode permanent est important pour donner un consentement ou un conseil. Par contre, quand on le compare à ce synode des évêques de l'Église patriarcale, donc ce grand synode qui réunit tous les évêques de cette Église, on peut constater qu'il y a des différences. Le synode permanent n'a pas un droit d'initiative, donc il ne peut pas provoquer une convocation de ce synode. Il n'a pas non plus le droit d'approuver l'ordre du jour. Donc là, il y a des différences qui s'expliquent notamment par les compétences de ce synode. Quel est son rôle exactement? C'est surtout une instance qui doit aider le patriarche dans la gestion courante des affaires. Et ce sont des affaires qui relèvent tous du pouvoir administratif. Ce pouvoir administratif revient principalement, mais pas exclusivement, au patriarche. Et c'est là donc qu'on voit très clairement la mise en œuvre de ce gouvernement synodal, ou si vous voulez collégial, qui est très pratiqué dans ces églises catholiques orientales. Si je synthétise un peu par rapport à ce synode permanent, donc son fonctionnement et ses compétences expriment une dépendance
à l'égard du patriarche. C'est une instance qui doit assister le patriarche. Donc, tout dépend de lui. C'est lui qui préside, c'est lui qui décide de l'ordre du jour, etc. Et ça donne un rôle plus limité pour les membres de ce synode permanent, surtout si on fait la comparaison au synode des évêques de l'Église patriarcale dans son ensemble. Ce dernier synode, ce grand synode, est vraiment l'instance qui gouverne avec le patriarche cette Église patriarcale. Je vois que le temps passe, donc il est temps de passer à la conclusion. Donc, qu'est-ce qui pourrait intéresser ici l'Église latine? On a vu les problèmes de terminologie. Ça me rend aussi un peu sceptique lorsqu'on entend dire, le pape le dit assez souvent, hein, que pour la synodalité dans l'Église catholique dans son ensemble, on pourrait prendre modèle ou on pourrait s'inspirer des synodes dans ces églises catholiques orientales. Je suis un peu sceptique parce que, comme je vous ai expliqué au début, un synode pour ces églises catholiques orientales est uniquement composé d'évêques. Tandis qu'actuellement, dans le processus synodal que nous sommes en train de vivre au sein de l'Église catholique, on parle justement de participation de tous les fidèles. Donc, ce n'est pas exactement selon les mêmes modalités qu'on peut mettre en œuvre cette synodalité. Là, je suis un peu sceptique et je prends un peu le contre-pied de ce qui est mentionné, soit par le pape, soit dans le rapport de synthèse du dernier synode qui a eu lieu en octobre. Il dit aussi que les synodes dans les églises catholiques orientales, c'est quelque chose qui doit être approfondi en vue de la synodalité. Quant au fonctionnement donc, du synode des évêques de l'Église patriarcale, comme je vous l'ai dit un peu, j'ai l'impression qu'il se trouve plus sur un pied d'égalité avec le patriarche. Et le patriarche tient la position d'un primus inter pares dans ce synode. Le petit synode, si j'ose dire, le synode permanent, est une institution qui assiste et qui aide, qui apporte secours au patriarche et qui, dans ce sens-là, reste dans une position de dépendance à l'égard du patriarche. Donc, c'est autre chose. On a nettement ces deux types de synodes qui ont des configurations et des rôles assez différents. Les institutions de l'Église catholique tout entière, ou donc les institutions de l'Église latine, lorsqu'elles sont composées d'évêques et du pontife romain, à mon avis, ne peuvent que difficilement s'inspirer de ce synode des évêques de l'Église patriarcale, parce que la primauté du pape n'est pas tout simplement celle d'un primus inter pares, d'un premier parmi ses pairs, tel que c'est pratiqué et mis en œuvre dans l'Église patriarcale, par exemple. Le pape a quand même une primauté de juridiction et ce n'est pas une primauté parmi ses pairs. Donc, ça se présente sur un autre modèle, selon un autre modèle. Moi, je pense personnellement qu'on ne pourrait pas tellement s'inspirer de ces synodes dans les églises catholiques orientales pour la synodalité dans l'église catholique dans son ensemble, mais il y a peut-être plus quelque chose de l'ordre de cette autonomie dont bénéficient les églises catholiques et notamment les églises patriarcales. Donc, c'est plutôt quelque chose qui concerne le rapport ou la relation entre l'église universelle et les églises locales ou régionales. Donc, une certaine autonomie qui peut être mise en œuvre et l'application du principe de subsidiarité. Je pense que l'Église latine pourrait repenser ses institutions à partir de cette relation entre l'échelon universel et celui des églises particulières ou régionales. Et donc, le rapport de synthèse du dernier synode qui s'est tenu en octobre dernier va aussi dans ce sens-là. Donc, dans ce rapport de synthèse, c'est le numéro 19 sous la lettre D qui évoque ces rapports-là.
Je pense aussi que dans une perspective de communion, on parle assez souvent de la communion dans l'Église. Les institutions locales pourraient recevoir, à mon avis, plus de compétences, notamment en vue d'une inculturation. On pourrait penser quand même que les évêques locaux euh, connaissent suffisamment bien la situation de leurs fidèles et de leurs églises pour savoir comment on doit mettre en œuvre et comment on peut favoriser le développement de la foi dans ces différents contrées. En outre, je pense aussi à un principe qui est mentionné souvent. Je pensais que c'était un principe canonique, mais je ne suis pas tout à fait sûre. C'est celui qui veut que sera réglé à l'échelon universel uniquement ce qui doit l'être, ce qui doit nécessairement être réglé de manière universelle. Mais tout ce qui ne nécessite pas ces décisions au niveau universel, on peut les laisser au niveau local. Ça, c'est précisément, je pense aussi, le principe de subsidiarité. Donc, pour ce principe, on le dit souvent en latin, donc je vous le cite, mais je traduirai. In necessariis unitas, donc unité dans les choses nécessaires. In dubiis libertas, liberté dans les choses qui sont douteuses, dont on n'est pas absolument sûr. Et in omnibus caritas, donc en toutes les choses, toujours la charité. Donc je pense que ça peut être un principe qui peut nous aider aussi, mais il faut encore essayer de concrétiser les choses pour voir plus clair et prendre des décisions dans ce sens-là. Mais il me semble que le synode des évêques de l'Église patriarcale montre quand même que une compétence législative au niveau local peut être plus grande que ce qui est actuellement pratiqué. Et ça peut aussi éventuellement concerner le domaine judiciaire. Mais je pense également qu'il faut dans ce cas-là réfléchir à l'étendue de territoire qui est concerné. Parce qu'il me semble qu'il faut éviter une sorte de fragmentation du catholicisme sur place. Donc, il y a toujours une question d'un équilibre qui est délicat, mais qui doit être gardé entre l'unité et la diversité dans l'Église. Donc, j'étais en train de me dire, les églises patriarcales concernent quand même souvent, avec leur territoire, elles concernent plusieurs pays en même temps. Donc, si on le transpose à l'Église latine, ça dépasse un peu le territoire de la plupart de nos conférences épiscopales. En même temps, quand je regarde l'Europe, j'ai aussi l'impression que les pays sont parfois tellement différents qu'il y a déjà une difficulté pour harmoniser les choses entre différents pays européens. Si on pense tout simplement aux pays de tradition latine, Italie, Espagne, un peu la France, c'est autre chose qu'en Allemagne, c'est encore autre chose qu'en Pologne. Bon, là, ce sont peut-être des pays qui sont un peu loin pour vous, mais c'est mon contexte quotidien. Il y a peut-être une plus grande harmonie à trouver effectivement dans vos régions à vous. J'ai quand même l'impression qu'au Canada et aux États-Unis, c'est plus facile de se mettre un peu d'accord sur certaines choses, encore que ça dépend de certains courants dans l'Église. Mais je pense qu'il y a une réflexion à mener dans ce sens-là. Donc, pour faire bref, je pense que les églises catholiques orientales peuvent nous aider à voir plus clair ou à nous inspirer pour repenser cette relation entre l'Église universelle et les églises locales ou régionales, peut-être plus dans ce sens-là que de regarder tout simplement la question des synodes qui sont pratiqués, mis en œuvre dans ces églises catholiques orientales. Voilà. Donc, le mot de la fin, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, merci. Ah, Captain,
Merci d'avoir partagé avec nous votre profonde expertise dans ce domaine important en droit canonique. Vos idées nous ont aidé à mieux comprendre les quelques différences qu'il y a entre les différents synodes, que ce soit oriental et latine. Merci beaucoup et que Dieu continue à vous bénir dans toutes les entreprises que vous entreprenez.